hein, on a vu un petit peu comment ça fonctionnait. On a vu que dans chaque navigateur moderne, vous avez des outils de développement. En fait, il s'agit d'un kit d'outils utilisé pour aider les développeurs web à débugger les applications web et ça va vous donner un aperçu sous le capot, hein, under the hood, comme on dit en anglais, d'un site web pour voir ce qui se passe, hein. En tant que pentester, on peut tirer parti de ces outils pour avoir une meilleure compréhension en fait de l'application web, hein. On va se concentrer là sur trois fonctionnalités du kit, hein. Il y aurait tellement à dire puisque c'est quand même extrêmement complexe. Mais on va voir l'inspecteur, le debugger, le network, hein, tout ce qui est réseau. La façon d'accéder aux outils de développement, donc je vous le disais, elle est différente en fonction des navigateurs que vous utilisez sous Firefox F12, hein. F12, t'es gentil, tu vas rester là. Et donc le premier, c'est l'inspecteur. C'est celui que vous avez sous les yeux. Je peux passer de l'un à l'autre avec ma souris, hein. Donc l'inspecteur, je vous en ai un peu parlé, hein. En fait, la page source ne représente pas toujours ce qui est affiché sur la page web. En effet, je vous ai dit que CSS, JavaScript, l'interaction même de l'utilisateur peuvent modifier à la fois le contenu et à la fois le style de la page. Ce qui signifie qu'on a besoin de voir ce qui a été affiché, hein, dans la fenêtre du navigateur à ce moment précis. L'inspecteur d'éléments, en fait, il nous aide à cet égard en nous fournissant une représentation en direct, en live, de ce qui se trouve actuellement sur le site. On a vu que je me balade avec ma souris et lui va me dire, bah écoute, tiens, en temps réel, voilà ce que tu modifies, hein. Donc, c'est extrêmement utile pour visualiser cette vue en direct, hein. On va pouvoir également modifier et interagir avec tous les éléments de la page, ce qui est utile pour les développeurs web pour déboguer les problèmes, hein. On est en train de coder une application web. Bien sûr, on va se servir des outils de développement pour faire du dev. Vous l'avez bien compris. Donc, vous vous rappelez, hein, on a ce fameux troisième article, et moi, bah, j'ai le JavaScript. Je vous ai montré quelques façons, hein, pour pouvoir contourner tout ça, mais là, on est encore bloqué, hein, parce que j'ai récupéré le texte, mais j'ai pas réussi. Il y a un drapeau qui se cache derrière. Comment on va pouvoir lui faire la nique? Eh ben, il y a plusieurs moyens. On va voir ça ensemble, hein. On a vu quoi? On a vu que les deux premiers articles sont lisibles, mais le troisième a été bloqué par ce qu'on appelle un avis flottant, hein, au-dessus du contenu. Et vous avez deux possibilités. Soit vous êtes client premium et vous avez accès à l'article, soit vous l'avez compris, vous n'êtes pas client premium et dans ce cas-là, bah, on vous empêche de lire l'article. Les boîtes flottantes, hein, comme on les appelle, c'est en fait le contenu des pages qu'on appelle des paywalls, hein, walls en anglais, des murs payants, hein. C'est métaphoriquement, encore une fois, un mur qui va venir cacher le contenu que vous souhaitez regarder, hein, jusqu'à que vous payiez ou que vous soyez authentifié. On l'utilise partout, hein, vous avez dû le voir maintes et maintes fois lorsque vous surfez sur Internet. Donc là, je vais vous montrer un petit peu, on va commencer à bidouiller le code pour pouvoir faire des choses qui n'étaient pas prévues, hein. On me demande de payer, j'ai pas envie de payer. Ton avis premium paywall, tu vas pouvoir te l'enfoncer bien profond, jusqu'à l'omoplate, et je suis poli. Donc comment je peux faire ça? Bah, on va inspecter le menu, hein. On a vu qu'on avait plein d'outils de développement. On a vu qu'on avait l'inspecteur. L'inspecteur me permet de me balader. Maintenant, je vais vous montrer la partie droite de l'inspecteur. Parce que c'est là qu'on a les éléments, hein, HTML. On va pouvoir filtrer d'ailleurs, hein, entre les éléments. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau du style, hein. Si je peux modifier le style, je peux peut-être trouver quoi? La fameuse div, hein. On a vu qu'en programmation HTML, une div, c'est comme une sorte de paragraphe, hein. Eh ben, il y a peut-être cette fameuse premium, une classe, hein, en fait, en termes de programmation, qui traite de ça. Hein, si je passe ma souris là-dessus, là, j'essaie de comprendre, en fait. Hop, 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 hop. On va essayer de trouver, hein. On va aller voir les divs. Qu'est-ce qu'on a au niveau de nos divs? Ça, 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 ça. Ah, là, on commence à creuser, hein. Hmm.
Donc on voit qu'il faut développer, hein. C'est comme des menus déroulants. Je vous rappelle, c'est ce qu'on appelle l'indentation, en fait, hein. Vous allez voir que en fait, on développe, on ouvre notre système de balises. Comme tout langage de programmation, tout le code à l'intérieur est rentré. Quand on sort, on repart vers l'extérieur pour revenir vers l'intérieur, vers l'extérieur. Ça, c'est le principe d'indentation. L'indentation, en fait, c'est pour les êtres humains, pour comprendre ce que fait le code. S'il n'y a pas d'indentation, vous pouvez le faire. C'est beaucoup plus compliqué en termes de rétro-ingénierie. L'indentation va nous permettre de comprendre la logique, en fait, hein, les différentes boucles de programmation qui sont appliquées et qui font telle ou telle chose, hein. On a vu qu'on utilisait des fonctions pour faire telle ou telle chose. Donc moi, qu'est-ce que je veux? Si je travaille en termes de sémantique, hein, le sens, sémantique, le sens, premium, je peux peut-être chercher premium, hein, puisque le truc s'appelle premium, premium customer. On va chercher des mots-clés, vous l'avez compris. Ah, et là j'ai un truc qui s'appelle premium customer blocker. Ça devient intéressant. Oh, et là je pourrais pas développer un peu ma div? Alors, zoomer un peu. Intéressant, hein? On voit bien le message qui nous dit, écoute Coco, t'es gentil, mais cet article est réservé euh, au niveau de nos adhérents. Mais par contre, là, je vois un point et je vois un truc qui s'appelle Premium Blocker. Ça, en fait, c'est une classe, hein. Une classe en programmation, on se sert beaucoup des classes, en fait. On va créer maintes et maintes classes. Dans chaque classe, je pourrais faire appel à des fonctions pour faire ce que je veux au niveau de mon code, hein. Que ça soit en programmation pour faire un programme, ou là, en l'occurrence, pour rendre le site web, l'application web, hein. Donc, je vous ai dit, c'est ce principe de poupée russe, hein. Je vais utiliser des objets que j'ai créés, je vais m'en servir à travers des fonctions. Ces fonctions, je vais pouvoir les mettre dans différentes classes, des classes privées ou publiques, et je pourrais les appeler, hein. La prochaine fois que quoi, que je crée une nouvelle page avec euh, cette, ce bloqueur, hein, au niveau des articles là, eh ben, je pourrais faire appel à quoi? À la classe Premium Customer Blocker, hein. C'est elle qui va me permettre d'afficher ce petit rectangle là qui dit Sorry, this article is for our premium customers. Okay? Please talk to a member of staff about upgrading your account today. Pour avoir ça, je vais pas coder à chaque fois le bordel, hein. Je le code une fois et après, grâce à ma classe, eh ben, je peux l'appeler. Et là, je le vois. Dans ma div, j'ai quoi? Et ben là, il me dit, tiens, t'as une classe qui s'appelle quoi? Qui s'appelle Premium Customer Blocker. Elle est là. Elle est là, il y a mon point. Donc là, je sais que j'appelle une classe. C'est intéressant, hein? BTN, BTN, BTN. Est-ce qu'on peut pas encore développer? Strong. Donc là, j'arrive à lire le texte, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je veux trouver concrètement, hein, c'est qu'est-ce que fait la classe, hein. Je sais qu'elle est composée de plusieurs choses. Si je passe là-dessus, et là, qu'est-ce que j'ai? Donc là, je vois tout ce qui est formatage, hein, au niveau de quoi? Au niveau des éléments, hein. Vous voyez que dans chaque classe, vous avez également, là, en fait, on est en train de gérer le CSS. Vous voyez la position, en fait. Dites-vous que un site web, en fait, on va quoi? Eh ben, en fonction de la longueur, de la largeur, du haut, du bas, à gauche, à droite, des marges, on est en train, vous voyez bien, tout se base sur des carrés. C'est ce qu'on appelle des briques, hein. On travaille sur des briques, en fait, d'éléments, hein. Par superposition, c'est un peu comme des Lego, hein. Le fond, il est tout plat, et je vais rajouter des Lego pour avoir un peu de profondeur, hein. Là, je vois que c'est la profondeur la plus haute, hein. Là, c'est mon sorry article. Après, il y en a d'autres. Mais en fait, c'est comme si on travaillait avec des Lego. Alors, je sais pas si ça vous parle quand je vous dis ça, mais comprenez bien qu'en fait, c'est juste quoi? Des carrés, des rectangles qu'on vient positionner. Ça, c'est ce qu'on appelle des boutons, hein. Et en fait, vous le voyez pas, mais c'est un rectangle. Le rectangle, après, je peux le mettre là. Je peux le mettre là, hein. Et bah, c'est justement en jouant là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire là? Là, il est à 100%, je peux le mettre à 50%. Oh, je suis en train d'interagir, comme je vous le disais, avec quoi, hein? Et là, il me dit, ah non, 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 25, calme-toi. 25, c'est beaucoup trop petit. Vas-y, mets supérieur.
Je remets à 50. Ok? Donc, vous voyez qu'on peut commencer à quoi? À jouer sur la marge. Ah. Est-ce que je pourrais pas le décaler? Le décaler pour faire en sorte que quoi? Que je puisse lire? Hein? Donc, vous voyez qu'on peut jouer en fait sur la bordure, sur le background, sur plein de trucs, hein. Je peux m'amuser à décaler pour pouvoir. Là, je commence à voir mon imprimant. Ok? Donc ça, c'est vraiment du die and retry, hein. C'est un peu la technique par force brute. Je vais essayer de trouver en fait quoi? Des paramètres au niveau des cascades style sheet. On a vu que c'était tout l'aspect décoratif. Et en fait, le HTML, c'est les blocs. Le CSS, c'est la mise en page de ces blocs, hein, pour mieux comprendre. Donc là, je pourrais faire ça, hein. Tester, 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 jusqu'à quoi? Trouver la bonne combinaison, mais ça prendrait des heures, hein. Ça prendrait vraiment des heures. Activer, désactiver, jouer sur les paramètres, la hauteur, mettre 500, hein, essayer autre chose. Vous avez bien compris que c'est pas très efficace, hein. C'est vraiment du die and retry, façon, Donc je vous ai dit quoi? Je vous ai dit ça c'est bien, mais on peut peut-être se focaliser quoi sur le layout, ok? Et vous voyez que c'est des box, hein. C'est ce principe de box model. Une box, hein, vous savez ce que c'est comme une caisse en fait, hein. Et on va jouer sur le padding. En fait, le padding va me permettre d'intercaler, hein, c'est le décalage en fait, hein. Padding gauche, padding droite, padding top, padding above, hein, c'est ce que vous voyez là en fait. Le CSS me permet de créer des éléments et je vais pouvoir changer, hein. Là, je suis en 2 pixels, je peux lui dire quoi? 24 pixels, hein. Vous voyez que je suis en 44 pixels. Oula, là, c'est en train de faire bugger un peu, hein. On voit que j'interagis vraiment. Eh ouais, mais là, c'est pas propre. Donc, on va repartir propre, je vais recharger, F5, et on va essayer de comprendre. Moi, ce que je veux, c'est le style, hein, vraiment, c'est les styles qui vont me permettre de quoi? D'avoir de plus amples informations. Là, je vois les box. En fait, le site web est divisé en grilles, hein. C'est comme des grilles, comme des pixels, et je vais déplacer mes éléments pour les mettre exactement où je veux. Là, on a centré le bouton, hein. C'est vraiment comme ça qu'on crée des sites web. En fait, on s'en rend pas compte, on le sait pas, mais vous déplacez des éléments, en fait, hein. Le contact us, si je le trouve, vous allez voir que je peux le déplacer. Allez, on va essayer de le trouver. Vous comprenez bien. Là, je suis en train d'agir sur le CSS. Ok, il est là. Alors, contact, comment je peux m'amuser à le bidouiller? Non, mais non. Je peux lui dire quoi au niveau du padding? Là, il est à 6. Je peux quoi le passer à 10? Bon, modifier la valeur, hein. Non, je peux mettre quoi? 45? Ah ouais, je suis en train de le déplacer. Je peux mettre moins 45? Hmm, il n'aime pas les valeurs négatives. 555? Ah ouais, je suis en train de faire des trucs bizarres, hein. Je suis en train de jouer sur le fameux padding. Donc là, je le déplace à la verticale, hein, mais je peux aussi travailler sur cette valeur. Cette valeur, je peux lui dire quoi? 45? Ah ouais, je suis en train de décaler. Vous voyez bien, vous comprenez en fait. C'est une sorte de Tetris à l'échelle d'une application web, d'un site web. On joue vraiment à Tetris, hein. C'est grâce aux bordures, grâce au padding que je vais pouvoir déplacer mes éléments, hein. Où je veux en venir, c'est que le contact us, on pourrait le placer là, avec les bonnes valeurs.
Vous l'avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on peut chercher? Revenons sur notre classe qui nous intéresse. Premium. Oh, ok, j'ai ma premium, vis element. Et là, c'est intéressant. Hein. On voit quoi? On voit qu'on a un display block et il est sur une valeur. Block, ça veut dire bloqué en anglais. Hein? Qu'est-ce que je peux faire, moi? Est-ce que je peux faire disable? Non. La valeur, il me dit quoi? Hein? Il me dit valeur de propriété de display, quoi? Invalide. Donc, il faut que je trouve le bon paramètre qu'a demandé quoi? Le développeur. Si je mets none, aucune, vous voyez que comme par magie, pas si caché que ça. On peut interagir. Hein. Vous voyez que là, on est en train de... On a réussi à faire disparaître grâce à quoi? Au CSS. Hein, on va jouer sur les attributs. Hein. J'ai ma classe Premium Custom Blocker. Je regarde tous les styles CSS dans la zone style qui s'applique à cet élément. On a vu qu'on a du margin top, du center, etc., etc. Text align center, super intéressant. Mais moi, ce qui attire mon œil, c'est quoi? C'est le style. Le style est géré par quoi? Par le style, je veux dire la fenêtre qui s'affiche. Hein. C'est le display block. Hein. Bloc, je peux jouer sur des valeurs de mon choix. Si je mets none, on voit que ça fait disparaître la boîte, ça révèle le contenu qui était en dessous. Hein, et on a notre flag. On a notre flag THM, Natso, hidden. Hein, donc j'espère que vous comprenez bien. Si l'élément, n'avait pas de champ d'affichage, on pouvait cliquer sous le dernier style et peut-être l'ajouter. Hein. Typiquement, on va jouer avec l'inspecteur d'éléments et vous verrez qu'on peut modifier toutes les informations sur le site web. Là, je pense que vous commencez à le comprendre, y compris le contenu. Je vous l'ai déjà montré. Rappelez-vous que cela n'est modifié que dans la fenêtre de votre navigateur. Hein. C'est des attaques client-side. Hein. Donc front-end, votre navigateur web. Hein. Et dès que j'appuie quoi sur F5, eh ben, je vais me faire avoir. Hein. Ça réapparaît. D'accord? Donc maintenant, on va voir le debug. Donc là, on va aller, je vais vous montrer des petits détails, hein, mais votre œil doit être attiré justement sur tous ces détails. Dès que je clique sur contact, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez pas? Ah, ah, putain, il y a un drapeau qui apparaît. Super vite, ça reste une frame. THM, catch me if you can. Vous le voyez ou pas? Si vous avez un bon cerveau et des bons yeux, vous le voyez. Mais, putain, comment je peux le choper? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va jouer avec le debugger en fait. Hein. Dans le panneau d'outils de développement qui est destiné au débogage de JavaScript, et encore une fois, c'est une excellente fonctionnalité pour les développeurs web hein, qui veulent comprendre pourquoi quelque chose pourrait ne pas fonctionner. Mais en tant que testeur d'intrusion, ça nous donne la possibilité de creuser encore un plus profondément au niveau du code JavaScript. Maintenant, on va s'attaquer au JavaScript. Dans Firefox et Safari, cette fonctionnalité, elle s'appelle debugger. Dans Chrome, ça s'appelle source. Chromium, Opera GX, ça s'appelle source. Ok? Donc, je suis là-dessus, je vois qu'il y a des trucs bizarres, je relance mon F12, et j'ai quoi? J'ai le debugger.
Ok. Donc là, je suis dans la page du debugger. Je développe, hein, c'est une arborescence. Ah, là, j'ai notre JavaScript. On a vu que ce JavaScript, il se trouvait dans Assets, hein. Vous vous rappelez le fameux Assets qu'on avait vu où on avait regardé un peu le Flashmin. Je vous avais montré. Non, on avait regardé le site dans la précédente vidéo, hein. Donc là, on va faire un peu de rétro-ingénierie. On va essayer de comprendre. Ce que je constate, c'est quand je vais sur le site du support informatique Acme, je clique sur la page de contact et tout de suite, la page elle est chargée, mais je vois un rapide flash rouge à l'écran. Je sais qu'il y a mon drapeau là-dedans, hein. Comment je peux utiliser le debugger pour déterminer que ce fameux flash rouge, il contient quelque chose d'intéressant? Mon œil acerbe, exercé, hein, a vu que oui, il y a un drapeau là-dedans. Comment je peux débugger le fameux point rouge et en gros le freezer, hein? J'ai envie de lire ce qu'il y a dedans. Je vois que pendant une seconde, hein, il se passe des choses. Eh ben, on va utiliser le debugger. Le debugger, en fait, on a côté gauche, là, ce que vous voyez, on a quoi? On a une liste de toutes les ressources, en fait, hein, qui sont utilisées sur la page web actuelle. On peut cliquer sur le dossier assets, comme je viens de le faire, et là, on voit l'ensemble des scripts JS, donc c'est du JavaScript, hein. On va regarder Flash, hein, parce que j'ai vu que ça flashait un peu quand même. On se retrouve là-dessus. D'accord? Donc là, déjà, c'est compliqué à lire, hein, parce que c'est un one-liner. Le premier réflexe que vous devez avoir, c'est quoi? C'est de cliquer là-dessus. Pretty print source. Ouais, ouais, fais-moi un pretty print source. Voilà. Parce qu'on lit jamais en one-liner. Le one-liner, c'est pour les ordinateurs, pour pousser des portes dérobées, pour pousser des exploits, des shells, tout ce que vous voulez, mais quand vous faites de la relecture de code, pas de one-liner. C'est la torture, hein, c'est la torture extrême. Donc on voit une constante qui est définie, on lui place plein de paramètres, hein. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, on pourrait en parler pendant des heures. Regardez juste bien les accolades, hein. On a des accolades et je Donc là, on voit que on a une constante qui définit, il y a plein de paramètres, mais il y a des trucs, hein. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est offusqué, hein. Là, c'est le principe de l'offuscation. Si on veut faire de la rétro-ingénierie, il faut essayer de comprendre tout ce que ça fait. Mais, je vois l'in 108, je zoome, il veut bien. Non, il veut pas, ce bâtard. Là, on a quoi? On a flash remove, hein. J'ai vu que ça flashait. Flash remove. Ok. Donc là, j'ai l'affichage des fichiers JavaScript. Je vois que c'est une seule ligne. Premier réflexe, je formate grâce à mes doubles accolades. Je fais mon pretty print, hein, pour le rendre un peu plus lisible. On voit qu'il y a de l'obscurcissement. Il y a une technique d'offuscation, hein. C'est encore difficile de comprendre ce qui se passe avec le fichier. Mais il y a un truc qui attire mon œil. C'est ce line 108, le flash remove. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Bah, je vais vous montrer, comme dans tout langage de programmation, on peut faire des breakpoints. C'est ce qu'on appelle des points d'arrêt en programmation. Un point d'arrêt, à partir du moment où je vais l'exécuter, le définir et ensuite l'exécuter, le programme, je vous ai dit, il est quoi? Il est séquentiel, hein. Je pars de la ligne 1, je m'arrête à la ligne 109. Donc, tout ça va être effectué ligne par ligne. Ok? Quand je mets un point d'arrêt, je demande au programme de quoi? Eh ben, je vous l'avais montré en assembleur, de s'arrêter, hein. C'est-à-dire que je peux lui demander d'exécuter une partie du code, et au moment où moi je l'ai décidé, je lui dis là, tu t'arrêtes. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Bah, vous l'avez bien compris, hein. Qu'est-ce qui se passe au niveau du code? Il y a l'in 108 visiblement un flash. Est-ce que je peux pas lui demander de quoi? De s'arrêter. Juste avant de quoi? Bah, juste avant que la fenêtre disparaisse, hein. Je peux faire ça avec un point d'arrêt, hein, et je vais récupérer l'information. Donc, ça c'est cool. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je définis mes points d'arrêt? On va voir. On va essayer de chercher.
F5, ok? Et là, il y a l'arrêt, ok? Puisque, en fait, ligne 109. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que c'est ça, ce simple bout de code, une ligne de code qui supprime la fenêtre contextuelle rouge, hein, de la page, en fait, hein. Donc, on a utilisé notre debugger, on a placé un point d'arrêt, et on voit que ce point permet au code de quoi? De forcer le navigateur à arrêter le traitement du JavaScript, à suspendre l'exécution en cours. Hein, je travaille sur quoi? Sur un fichier JavaScript qui s'appelle flash.min.js. Je lui ai mis un point d'arrêt ligne 108. Il a bien été défini. Et on voit que ça fonctionne. Je récupère mon drapeau. Ok? Sinon, j'aurais dû cligner des yeux, hein, 5000 fois. Pourquoi? Pour trouver finalement notre drapel, comme on dit en bon français. Ok? Donc ça, c'est ce principe de point d'arrêt, hein. Vous allez vous en servir tout le temps. Le but, c'est de quoi? On peut faire des bypass avec ça. Vous imaginez si, en fait, le code JavaScript vérifie quoi? Vérifie que je lance pas un payload sur l'application web? Ou vérifie quoi? Que j'ai le bon mot de passe? Eh ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui mettre un point d'arrêt. Du coup, qu'est-ce qui peut se passer? Eh ben, je peux exécuter ma charge utile. Je peux peut-être contourner le système de vérification. Il va plus vérifier mon mot de passe, etc., etc. Ça devient extrêmement dangereux. Pas pour moi. Moi, je suis en train de faire joujou. Nous, on rigole bien. Mais l'administrateur du serveur, ça va être dur pour lui, hein. À mon avis, il va pas passer un bon week-end. Vous avez compris où je vais en venir. Ok? Donc ça, c'est vraiment les bases, mais comprendre que vous avez également le debugger, hein. Grâce au point d'arrêt, vous allez pouvoir, même si je ne comprends pas encore ce que fait ce script, eh ben, il y a des trucs qui attirent mon œil, hein. Là, le flash, bah oui, bien sûr, je vais aller voir cette fonction, quoi. Flash remove, mais bien sûr, mais je la stoppe là, hein, puisque bah, si je le fais, quoi, line 109, qu'est-ce qui change? Bah là, c'est plus du tout la même. Eh bah oui, ok? Quoi? Bah parce que la 109e ligne, en fait, c'est comme si je mettais rien. Elle s'arrête à 109, donc je peux mettre un point d'arrêt à 109. Ok? Donc là, c'est un exemple très simple, hein. Il va falloir parfois mettre plusieurs points d'arrêt pour contourner une fonctionnalité qui va vérifier ce que vous faites. Le but, on a deux ennemis quand on attaque un serveur. On a d'abord les vérifications, je vous disais, première règle de base, on ne fait jamais confiance au client, hein. Le client, c'est qui? C'est vous, sur votre navigateur web. Vous pouvez être Tati Janine, ma grand-mère, ou Toto le hacker. Toto le hacker, il peut commencer à désactiver le JavaScript. Il peut commencer à regarder le code source. Il peut commencer à injecter du code, faire des attaques par injection. Il peut commencer à stopper mon programme, mes routines JavaScript, mes scripts que j'ai mis en place grâce à des points d'arrêt dans le debugger. Ok? Donc il faut également quoi? Des vérifications côté serveur, hein. Donc la première étape, c'est contourner toutes les sécurités dans le navigateur, dans le front-end. Une fois qu'on a fait ça, on s'attaque à la partie serveur. Une fois qu'on a réussi à contourner toutes les protections dans le navigateur et toutes les protections côté serveur, eh ben là, on peut commencer à pirater la machine. Ni plus ni moins. Le serveur distant à partir de mon navigateur. Ok? Donc, voyez, on pense les hackers et tout. Le mec, il a un Kali Linux avec 8000 outils qu'il connaît pas, il en connaît trois. Non, votre navigateur, vous pouvez. Qu'est-ce que je vous répète tout le temps? Chaque technologie peut être militarisée. Là, on vient de militariser. Ok? Je viens de détourner les fonctions de mon propre navigateur web. Quoi? Pour attaquer le serveur. Ok? Je lui ai fait faire des trucs qui n'étaient pas prévus. C'est le principe du hacking, hein? Donc ça, faut bien comprendre. Maintenant, on va voir un peu la partie réseau. Donc les outils réseau, hein, ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'informations. On va pouvoir actualiser la page, voir tous les fichiers qui sont demandés par le serveur, la page web en fait, hein, et vous allez voir que c'est extrêmement puissant, hein. Je vous ai dit, pour faire du web app pentest, eh ben, il faut comprendre plusieurs choses, hein. Il faut comprendre les langages de programmation. Je vous ai parlé d'Ajax. Ajax, c'est une méthode qui permet d'envoyer et de recevoir des données réseau en arrière-plan en fait, d'une application web sans
interférer en modifiant la page web actuelle. Je vous explique. Les sites web sont de plus en plus modernes, hein, il y a de plus en plus de fonctionnalités. Vous imaginez si à chaque fois que vous déplaciez votre curseur, il fallait complètement recharger la page entière? Parce que vous voulez quoi? Vous voulez juste qu'un menu apparaisse en surbrillance, qui se déplace. Hein, je vous ai dit, le but c'est l'interactivité. Pour avoir cette interactivité, il faut que, en arrière-plan, on puisse mettre à jour la page web. Si toutes les 30 secondes, toutes les 2 secondes, ta page web se rafraîchirait, juste pour t'afficher quelques petits effets de style, je pense que tu deviendrais fou, hein. Si t'as une connexion fibre, à la limite, t'as juste les yeux qui vont pleurer. Mais si t'as une connexion de merde en ADSL, tu vas devenir fou, hein. Donc, on se sert d'Ajax. Ajax, il faut vraiment maîtriser ça. C'est ce qu'on appelle les interfaces de programmation. Via une interface de programmation, je vais pouvoir éventuellement quoi? Envoyer un message en arrière-plan et pour vous, c'est totalement transparent. Là, on a vu qu'on a un formulaire de contact, hein. Je peux envoyer des messages. On va essayer de choper quoi? L'événement, hein. Je vous ai dit que tout est événement, bah, il y a également des événements réseau, hein. Et quand moi je clique sur contact, je veux voir ce qui se passe au niveau du réseau. On va faire ça, on va analyser tout ça, hein. Et vous allez voir que il y a beaucoup de choses, hein. On ne pourra pas tout voir aujourd'hui, mais c'est pour comprendre ces concepts, hein. Je vais accéder à quoi? Bah déjà, je vais quitter tout ça, hein. Je vais remettre le serveur. Je suis sur contact, je suis content. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire quoi? Hein? Je peux faire F12, aller sur Network, hein? Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, vas-y, clique sur Start, hein? Hop, 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 hop. Donc je vois là les transferts, hein, c'est intéressant, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire aussi, en fait, voir les requêtes qui sont passées, hein, techniquement. On voit qu'il y a un truc qui attire mon œil tout de suite. Il me dit contact from sent. Là, je voyais une requête en post. Post, je sais que c'est pour envoyer des données. Get, c'est uniquement pour récupérer les données du serveur. Post. Donc là, il y a un truc qui s'appelle contact message. Ah ouais. Donc là, je peux double-cliquer et je vois que j'ai un flag. Vers mon flag Ajax, hein. Là, c'est la requête. Ajax fonctionne avec le JSON, hein. Je vous en ai déjà parlé. En fait, on va formater. Je vous ai dit, le JSON, en fait, c'est ce principe de clé valeur. J'ai quoi là sous les yeux? J'ai deux clés. La première clé s'appelle MSG, message, et la deuxième clé s'appelle flag. OK? Et elles ont toutes les deux des valeurs. Le MSG est égal à quoi? Bah, sa valeur, c'est entre guillemets, message received, hein. Et flag, c'est quoi? Bah, c'est THM, got, Ajax, flag. OK? Donc, je peux récupérer la donnée. Mais j'aurais pu faire autrement. On va revenir un peu. Là, là-dessus, j'ai quoi? J'ai mon contact MSG. C'est cool. Est-ce que je peux quoi? Je peux peut-être chercher directement, hein. Et je vois que dans le header, je vous ai dit quoi? En programmation, on a quoi? On a des entêtes au niveau des communications. Ajax, comme HTTP, comme HTTPS, a également des entêtes. Oh, le fameux user agent. OK? Qu'est-ce que je vous ai dit? Quand vous communiquez sur Internet, il y a tout le temps votre user agent. C'est comme ça qu'on vous repère, hein. On a le referrer, on a le host, l'origin, le fetching, tout ça. Je ne veux pas rentrer dans les détails, hein, mais là, on voit que on a demandé la langue anglaise, ok? On a l'accept encoding. Moi, quand je vais dans Burp Suite, c'est ça que je modifie en fait, hein, quand je fais une attaque de l'homme du milieu. Vous m'avez peut-être déjà vu faire. Donc, vous voyez comment c'est important et le header, hein. Là, on a quoi? On a le header de quoi? D'une méthode post envoyée en HTTP. Ni plus ni moins, avec un code 200. Ok, c'est passé. Bah ouais, en effet, qu'est-ce qu'on a? THM, header, flag et message received. Ok? Donc voilà, voilà comment on récupère tout ça. Et bah, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Et vous pouvez double-cliquer sur chaque élément pour récupérer aussi d'autres valeurs.
Voilà, bah écoutez, ça clôture ces trois petites vidéos. C'était pour mieux comprendre, hein, parce que c'est toujours un peu de la magie noire en fait, hein, comment fonctionnent les sites web. Alors bien sûr, c'est pas ça qui fera de vous des cracks, il va falloir creuser comme tout. C'était juste une mise en bouche, hein, sans mauvais jeu de mots. Et voilà, hein, je vous laisse creuser. On refera de toute façon d'autres CTF pour, sur le pentest d'application web. Voilà, moi je vous laisse là, je vous souhaite un bon week-end, à très bientôt.